Bonjour, plutôt bonsoir à toutes et à tous. Normalement, vous nous entendez et vous me dites que oui, donc bonsoir à Jean-François, à Jérémy, à Jost et à ceux qui nous rejoindront dans un instant. Je vais saluer nos six convives. Donc moi j'ai la chance d'être au milieu, vous me voyez, je suis l'animateur, je suis César. Et à ma gauche, vous voyez Sébastien Lotel, qui est le directeur artistique du département des sombres projets. Salut Sébastien. Bonsoir. À ma droite, vous l'avez déjà vu si vous nous avez suivis dans les précédents lives, il y a Olivier. Salut. Bonsoir à tous. Olivier qui, je le rappelle, est l'un des auteurs de la nouvelle gamme Hawkmoon. À ma gauche et en bas, il y a Vincent, donc l'autre auteur que vous avez déjà rencontré plusieurs fois. Salut Vincent. Bonsoir à toutes et à tous. Dessous, juste en dessous de moi, il y a un autre chauve que vous avez vu également, c'est Jawad. Ça va, tu nous entends bien? Ouais, je vous entends très bien. C'est pas le moment de nous faire peur avec du son. On a eu quelques soucis, donc bon. Et en bas à droite, on a Bertrand Brie avec nous. Salut Bertrand. Bonsoir. Et enfin, il y a parmi nous la voix suave de d'Ismaël. Voilà, c'est ça, ma voix suave est là. Bon, est-ce que je veux bien que les gens sur le live vous nous confirmiez que vous avez entendu à peu près tout le monde, comme ça on est sûr de partir dans de bons augures, sachant que comme on l'avait dit la dernière fois, on va essayer de répondre à quelques-unes de vos questions, mais ce soir on a nous-mêmes des sujets à évoquer, et donc on va vous parler un petit peu de tout ça et revenir sur quelques points de détail qui ne sont pas forcément des détails qui sont des trucs qui sont chers à nos cœurs. Qu'est-ce que je peux demander d'abord, demander à Bertrand, à l'un des deux nouveaux convives de se présenter. Donc Bertrand, tu es l'un des auteurs de la gamme, mais tu as toi-même un fort rapport avec Hawkmoon qui date pas d'hier. Oui, enfin, c'est pareil, hein. Un petit peu comme tout le monde ici, je m'y suis mis à Hawkmoon dans les années 90, quoi. Au début de la deuxième édition, pour être précis. Et puis j'ai rattrapé mon retard sur la première édition aussi, à l'époque. Et donc voilà, ça. Une longue campagne avec les copains au lycée. Et puis j'avais été recontacté. J'avais écrit un petit peu pour Oriflamme à l'époque sur enfin, un scénario qui a été publié dans les chroniques germaniques. Et puis j'avais été recontacté en même temps que Olivier et Vincent pour cette nouvelle gamme sur laquelle je m'occupe du setting de Paris, qui est un petit bout, mais un petit bout et qui, j'espère, sera fort sympathique pour tout le monde. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu du fameux setting? Je pense que ça peut Ah ouais, intéresser des gens. ça peut intéresser les gens, alors j'espère. Paris, ben, c'est la cité de cristal, ça c'est dans les romans. Envahi par les Grands-Bretons en douceur, entre guillemets, puisque les portes ont été ouvertes suite à des deals avec le conseil de Paris, qui était l'instance dirigeante et puis qui est gouverné par des nobles, une noblesse un peu marchande qui avait pas mal de relations avec la Grande-Bretagne au départ, et puis bon, ils se connaissaient bien, les renards ont fait leur petit travail de sape des esprits, et puis bon, il y a des gens qui avaient intérêt à collaborer, donc ils ont ouvert les portes, et puis les Grands-Bretons sont rentrés. Et puis, comme le raconte Moorcock dans les romans, tous les enfants de la ville ont été un petit peu mis à l'écart en tant qu'otages, pour que les parisis, parce qu'on disait les parisis à l'époque, se tiennent bien. Donc voilà, c'est un setting marécageux, c'est une ville taillée dans le cristal, qui a plusieurs strates empilées. Enfin, il y a une partie de la ville qui est sur deux niveaux. Il y a l'ancienne métropole qui est sous les eaux dans les marais autour. Voilà. Donc, c'était une cité marchande prospère sur les fleuves. C'est toujours une cité fluviale, sauf que c'est plus fluctuant que Necmergitur comme maintenant. Elle a vraiment coulé, la ville. L'ancienne ville est piégée dans le cristal sous les eaux. Et donc, c'est un petit peu le, un
intéressant d'aller explorer un peu ce qui se passe dans les ruines intactes, dans le cristal, sous les eaux. Donc, il faut aller creuser des galeries. Il y a une guilde les cristalliers qui taillent le cristal et qui ont taillé la nouvelle Paris du coup, dans le cristal. Une partie collabore, une partie, bien sûr, a pris le maquis à droite, à gauche. Euh, et puis voilà, il y a des grands bretons méchants, il y a des cloportes géants, des champignons. Il y a plus de bois dans la région, tout est marécageux, donc il y a une économie basée sur le champignon. C'est Ok. pas les cèpes, mais voilà. J'ai une question qui s'adresse aux auteurs et aux éditeurs. Est-ce que c'était un passage obligé de faire un setting sur Paris? Qui se lance? Allez, Jawad. Écoute, est-ce que c'était un passage obligatoire? Ben, ouais, moi j'avais très envie de voir Paris en tout cas, c'est sûr. J'avais très envie de voir Paris. En plus, je trouve que dans les romans, moi j'avais du mal un peu à l'imaginer. J'ai un peu de mal à même, par exemple, faire un pitch d'illustration de à quoi ressemble une ville taillée dans le cristal. Je ne comprends pas très bien à quoi ça peut ressembler. Donc, je suis très content que Bertrand s'en occupe parce que c'est un cadeau empoisonné, hein, je trouve. Tu dois arriver à trouver, à faire fonctionner un truc qui a l'air assez compliqué à faire fonctionner. Mais oui, moi je trouve que Paris, c'est quand même important pour Hawkmoon, hein. Là, pour le coup, avoir un beau setting. Là, il y a Paris et Lyon. Moi, je trouve que c'était quand même assez chouette de les avoir. Vincent, Olivier, vous voulez rajouter quelque chose? Évidemment, Ice, donc je rajouterai rien. ouais. Moi je partage l'avis de Jawad. De toute façon, c'est clair qu'il fallait que Paris soit présente dans cette version. Et le Paris de Bertrand, il est sympa. Moi. Enfin, j'ai eu l'occasion de le lire et je le trouve vraiment super sympa. Enfin, il est rentré un peu plus un peu dans le détail, mais bon, il y a encore beaucoup d'autres choses. Et ouais, il est vraiment bien. Enfin, moi, j'ai trouvé bien. Bertrand, quand on t'a confié ce setting, déjà comment on t'a approché, comment on t'a dit qu'on allait refaire une nouvelle version de Hawkmoon, quelle a été ta manière d'appréhender les choses et comment tu t'es attelé à la tâche? Et question suivante, maintenant que tu as vu un certain nombre de choses sur la gamme à venir, quelle est ton impression? Alors, le recontact, c'était plutôt plaisant parce que j'avais finalement pas fait grand-chose sur la gamme d'avant. C'est toujours sympa quand on est recontacté des années après sur un truc sur lequel finalement une partie des choses que j'avais écrites n'ont jamais été publiées. D'ailleurs, on est perdu une bonne partie. Et puis Paris, enfin, bon, déjà. Moi, j'avais envie de faire Paris parce Ouais, qu'en c'est région sûr. parisienne, J'avais très envie de voir Paris. En plus, je trouve. c'est toujours sympa d'être sur place pour du post-apo en général. Et puis, il y avait quand même le fait de passer après la France, quoi. Enfin, le supplément La France, donc c'est toujours un petit peu. Enfin, on touche un peu un monument sacré pour les anciens. et, euh, et puis, bah voilà. Et ton impression sur la gamme telle qu'elle est Voilà, la présentée? gamme, elle est bien partie. Enfin, et Vincent Olivier ont abattu une quantité impressionnante de boulot. Moi, j'écris très lentement. Donc, je suis toujours impressionné par la quantité de textes et la qualité des textes produits. Je trouve que visuellement, la nouvelle gamme, voilà, on a passé un seuil. Mm. Et donc, c'est chouette de faire partie de ce beau projet. Olivier, Avec Vincent? un petit rythme d'escargot, mais bon, c'est D'accord. c'est quand même abouti là. On arrive au bout, mais c'est vrai que Ça a l'air. entre mon rythme d'écriture habituel et passer derrière la France, chaque mot est réfléchi. Vincent, Olivier, je sais que Ismaël et Jawad faisaient exprès de pas tout vous montrer quand il y avait notamment des visuels, donc vous en avez découvert en même temps que les internautes pendant la campagne. Comment ça se passe dans votre tête parce que vous en avez vu beaucoup et vous continuez à en voir aujourd'hui. C'est quoi vos impressions?
Alors, bon, on a été questionné, évidemment, enfin, je prends la parole, on a été questionné, évidemment, sur certains sujets, notamment sur la vision de certaines technologies, je pense, aux ornithoptères, enfin, voilà, euh, les armures, enfin, les masques, enfin, les hommes, la partie Grande-Bretonne. Donc, après, on avait donné un certain nombre d'avis, et je pense qu'on a été d'une certaine manière assez critique. Après, donc de là, je pense que ça a permis d'orienter certains dessinateurs. Et là, je lisais ce qu'avait écrit Monsieur Voléger, là, et du coup, effectivement, ça lui a permis. Enfin, j'ai vu son dessin Punching Ball là, qui en fait sert après derrière, qui lui permet quelque part de réorienter son travail. Et donc après, moi, je pense que dans des dessins qui avaient été, enfin, moi, ça m'a fait plaisir de les découvrir en fait. Et d'ailleurs, je me souviens, alors je sais plus, j'ai envoyé, je sais plus si c'est un SMS ou si c'est un mail, mais j'avais écrit à Ismaël pour lui dire, vous n'avez pas fait de bon texte au niveau au niveau des dessins. Donc, il y a eu il y a eu de très très bonnes surprises, notamment, là, je me rappelle de la personne, enfin, la Grande-Bretonne qui appartenait à la sororité. J'ai trouvé que le dessin était d'une très très belle qualité. Il y en a plein d'autres que j'ai trouvé de très bonne qualité, mais il y en a certains vraiment ouais, que j'ai beaucoup apprécié. Quoi. Voilà. Donc, de toute façon, c'est vrai que d'un point de vue dessinateur, il y a de très bons, enfin, il y a des dessins de très bonne qualité. Je pense qu'il y a de très bons dessinateurs qui participent au projet. Ça, c'est clair. Vincent? Ouais, comme a dit Bertrand, il y a un palier qui a été passé. Bon, il faut dire que depuis quelques années, le niveau des illustrations, en tout cas dans le JDR francophone, il est drôlement bon. Donc faut assurer. Mais là, là, c'est bien parti. Et puis, ça m'a beaucoup rassuré de lire l'interview de Grégoire Voléger parce que c'est vrai qu'avec Olivier, on a reçu des esquisses, des choses comme ça. Et puis, des fois, on était là, ouais, non, mais. Puis, on ne savait pas trop comment dire. Ouais, écoute, là, en fait, on trouve que ça va pas, mais c'est super, hein, mais on verrait plutôt que ça. Et puis, ça me rassure beaucoup de lire qu'il est là. Ah ouais, mais je fais exprès d'envoyer un truc punching ball et puis après, je fais un truc complètement différent en fonction des retours. Donc voilà, comme ça, maintenant, si on reçoit de nouveau une image, une illustration qui nous convient moyennement, on va y aller, quoi. Non, ça va pas du tout. Non, mais c'est vrai, c'est bien son histoire de punching ball. Là. Moi, j'ai bien aimé aussi. Ismaël, Jawad, vous qui avez orchestré, j'imagine que vous donnez des briefs précis ou peut-être que vous laissez les illustrateurs une plus grande marge de manœuvre, je sais pas trop, mais vous qui aviez forcément l'idée du Hawkmoon d'antan, voir cette nouvelle version fleurir dans de nouveaux atours, ça vous a fait quoi? C'est formidable. Après, moi, je trouve que en tant qu'éditeur, j'aime beaucoup ce rapport triangulaire entre l'éditeur, l'illustrateur et les auteurs. Et je crois que Olivier et Vincent, ils étaient un peu étonnés au début même d'être autant consultés, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de maisons d'édition où voilà, les auteurs écrivent, les illustrateurs illustrent, et il n'y a pas de dynamique entre les deux. Euh, il y a plein de détails marrants, mais par exemple, récemment, on a eu un géant des montagnes. Bon, bah, c'était. Voilà, moi, j'ai eu envie que Vincent et Olivier me disent ce géant des montagnes, il est aux bonnes dimensions ou pas? Alors, c'était un géant beaucoup trop grand. Alors, c'était une super belle illustration, mais c'est vrai que si on peut faire et des bonnes illustrations et des illustrations qui sont cohérentes par rapport au livre et qui en plus bénéficient du regard des auteurs les plus, voilà, les plus instruits sur le jeu, sur l'univers de jeu, c'est super, quoi. Donc au début, on les a beaucoup consultés pour aussi être sûr qu'on était sur les bonnes bases. Moi, je leur sais gré d'avoir beaucoup insisté, disons, sur l'envie de singulariser en fait les propositions visuelles. C'est-à-dire que quand ils ont bloqué, c'est souvent parce que c'était des bonnes images, mais c'était des images un peu passe-partout. C'était des images qui auraient pu être dans un autre jeu. Et donc, on a beaucoup essayé de trouver le juste équilibre entre un Moyen Âge qui soit européen, mais en même temps alternatif, avec un peu de fantaisie, mais pas toujours, avec de l'âpreté, mais aussi de l'humour. Voilà. Il y a des illustrateurs pour qui c'est une seconde nature. Je pense à Christophe Soile, qui vraiment, en fait, est un ancien de la gamme et il a une sensation de ce jeu qui est incroyable. Il est enfin, il a Hawkmoon dans le sang, c'est manifeste.
Et puis, il y a d'autres illustrateurs pour qui c'est un chemin, quoi. Enfin, là, c'est un chemin d'approche. Donc, ça peut passer par des propositions un peu à la Moebius, comme a fait Grégoire. Ça peut passer par des propositions un peu trop sages, comme a fait peut-être au début David Chapoulet. Et puis, j'adore voir qu'au fil des mois, voilà, ils se sont appropriés l'univers. Et après, moi, j'aime bien. Pour moi, une illustration, c'est toujours un cadeau. Quand j'ouvre un mail d'un illustrateur, j'ai le cœur qui bat parce que j'ai une surprise. Et donc, j'aime bien faire des surprises aux auteurs, voilà, et qu'ils aient la petite joie qui est comme moi voilà, de se dire, tiens, j'ouvre une news, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah ben voilà, il y a un aigle sibérien, ou il y a quelqu'un de l'ordre de l'araignée, ou il y a un podcast audio dont on ne va pas parler. Voilà. Et j'aime bien ça, quoi. Je trouve que c'est plaisant, en fait, dans la relation de travail. Et Jawad, toi, donc, même question. Et comment tu réagis quand tu vois cette gamme prendre vie visuellement? Ah, moi, je suis un gamin. Pour le coup, c'est pour ça que je me suis rasé d'ailleurs, pour retrouver ce côté un peu jeune. Non, en fait, moi, je suis comme un gamin parce que ce que j'aime, moi, j'ai l'impression, je vais mener les jeux qu'on édite. Hein, c'est des jeux que j'ai envie de mener. Donc là, j'ai la chance extraordinaire de faire dessiner mes PNJ par des méga stars. Donc, je fais des pitchs de PNJ qu'on va rencontrer. On se marre d'ailleurs avec Ismaël parce qu'à chaque fois, c'est des pitchs un peu, je sais pas, un peu bizarres et tout, mais parce qu'on a envie de surprendre nos PNJ. T'as pas envie d'avoir le énième type, je sais pas, le énième chef de la garde parce que ça fait tellement longtemps qu'on joue qu'on en a marre de ces mecs-là. Ils ont toujours à peu près la même tête. Bah là, quand tu fais une grosse nana là, de l'ordre du rat avec une tête à la Bane, bah, tu balances ça à l'artiste, tu te dis qu'est-ce qu'il va en faire? Et là, eh ben, il te sort une illustration qui va devenir mythique, je pense. Tu vois, donc, à la fois, on se fait plaisir parce que c'est des PNJ qu'on va vraiment jouer. Il y a les passages obligés qui sont dans le cadre d'une licence, qui sont un peu plus difficiles, je trouve, à mettre à pitcher, qui sont les personnages canoniques, comme Dorian Hawkmoon. Et c'est pour ça qu'Ismaël a une super idée de dire, mais attends, on va se faire prendre la tête, il y aura des trolls qui vont nous dire attends, mais non, mais Dorian Hawkmoon, il est écrit page 122 que il a un grain de beauté, ça va pas. Et alors que voilà, il faut que les artistes s'approprient les trucs. Et donc, ben, c'est génial de dire ben, écoutez, vous savez quoi, les mecs, votez pour le Dorian Hawkmoon que vous. Et puis, on vous les mettra de toute manière tous à la fin dans un beau truc. Mais donc, je bois du petit lait hein, à chaque fois que je vois une illustration arrive. Vous m'avez tendu la perche sur les trucs sur lesquels je voulais insister au cas où les gens qui nous regardent, que ce soit en live ou plus tard en différé, allez voir la news dont parlaient tout à l'heure Vincent et Olivier, à savoir celle que Grégoire a fait sur son work in progress sur le Griffon. Oui. C'est extraordinaire et c'est bourré d'informations et c'est très drôle. Donc on le remercie vraiment beaucoup pour ce cadeau. Et Ismaël, on se disait en off que c'est pour ce genre de choses en fait qu'il y avait besoin d'un making-of qui est maintenant, qui sera une réalité, si tu veux revenir un peu Ouais, dessus. en fait, le making-of, c'est une idée qu'on a eue à l'occasion des Héritiers. Les Héritiers, c'est un jeu qui a eu une très très longue gestation d'une vingtaine d'années. Donc, on a eu envie de raconter en fait toutes les étapes par lesquelles était passé le jeu. Et les retours étaient super. Les gens ont beaucoup aimé ce supplément. Et donc, moi, j'ai eu envie de faire un petit peu la même chose avec Hawkmoon, avec en fait deux idées. La première, c'est de se dire, d'abord, parmi nos lecteurs et nos souscripteurs, il y a des apprentis éditeurs, il y a des apprentis illustrateurs, il y a des apprentis. Voilà. Et c'est vachement intéressant, je trouve, de savoir comment un jeu se fabrique, en fait, comment ça marche. Je crois qu'on a tous voilà, adoré lire cette nouvelle de Grégoire parce que un illustrateur, en fait, on ne sait pas très bien par quoi il passe, comment il travaille, etc. Et puis, il y a autre chose, c'est que faire un jeu, c'est prendre des embranchements. Donc, à un moment donné, vous faites des choix et vous partez dans des directions. Et on avait envie de montrer, c'est pour ça que ça s'appelle un autre Hawkmoon, c'est qu'un autre Hawkmoon est toujours possible, évidemment. Et donc, ce supplément, ça sera aussi un certain nombre d'embranchements qu'on n'a pas pris. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de montrer
des choses qu'a fait Sébastien L'Hôtel graphiquement, et puis qui était super, mais voilà, qu'on n'a pas retenu. J'ai envie de montrer. Moi, j'aime beaucoup le griffon à la Moebius de Grégoire. Hein. C'était pas celui qu'on voulait, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va adorer ce griffon et qui va le préférer. Il y a, il y a un huon, le huon de Solakin, il est déjà assez dégueulasse, mais il a fait une première version, mais abominable, avec un corps difforme, mais l'image est à peu près irregardable. J'ai super envie que les gens le voient. Voilà. Et donc c'est aussi ça, c'est aussi donner de la matière, en fait, à partir de nous, les pistes qu'on n'a pas prises, les rendre un peu disponibles pour que les gens se les approprient s'ils ont envie, quoi. Parfait. J'étais désolé si aux gens si vous m'entendez tapoter sur mon clavier, mais je réponds à certains d'entre vous si j'ai les réponses à vos questions. Et il y aura un échange un peu plus tard pendant la soirée où si vous avez des questions variées, bah, n'hésitez pas, on les retransmettra à ce moment-là. Juste avant, j'aimerais poser une question que tout le monde doit se poser. Comment ça s'est passé la prise de contact avec Alain Gassner et comment vous avez réussi ce tour de force de le faire revenir au turbin? C'est une question Moi pour qui toi, vais Jawad. répondre Hein. à ça, j'ai l'impression. Je crois que c'est pour Euh, toi. ouais, c'est pour moi. Écoute, ça a été très compliqué déjà de remonter la piste d'Alain Gassner parce que il a quitté le monde de l'illustration depuis un bon moment et on l'a plus ou moins passé une annonce sur Facebook, on a fait un avis de recherche. Puis certaines personnes nous ont dit, oui, j'étais en contact avec lui. Et bon, ils nous ont donné quelques informations personnelles qui Et se sont quelqu'un, renseignées. même je peux interrompre, et c'était même, quelqu'un nous a dit, je l'ai vu dans une rue, dans telle ville. Ouais, c'est ça, Tu vois, exactement. Ouais. c'était vraiment voilà. Mais ouais, c'est ça. On avait, c'est assez dingue, quoi. On se disait même, mais comment ça se fait qu'en 2021, c'est si compliqué de prendre contact avec quelqu'un? Et quelque part, ça m'a rassuré d'un point de vue. Je me suis dit, ah, on peut encore à peu près disparaître. Donc, je trouvais ça assez chouette, en tout cas. Et en fait, j'ai demandé à quelqu'un que je remercie. J'ai demandé à Farid Ben Salem, qui est une figure du milieu. Farid les bons tuyaux, comme on l'appelle. Voilà, exactement. Je lui ai demandé, écoute, je sais pas, j'arrive pas à la trouver. Tu n'aurais pas un email parce qu'il connaît pas mal de gens. Il fait la petite interview. Il connaît pas mal de gens. J'ai même envoyé des mails à des gens avec qui j'ai pas parlé depuis des années dans le milieu de l'édition. Certains n'ont pas répondu d'ailleurs, mais du tout. Je trouve ça un peu suspect d'ailleurs. Et je ne donnerai pas de nom, bien entendu. Je l'écrirai sur Facebook. Donc, j'ai eu tout ce truc-là et Farid a réussi à retrouver. Et c'était une histoire assez géniale, en fait. C'était une histoire assez géniale. Il a répondu au téléphone, il a appelé à son lieu de travail. Et il était assez incrédule à un Gassner quand il a répondu. Il m'a dit oui, il avait l'air même assez distant, peut-être une blague, parce que c'était un canular. Et puis, ben, finalement, on a échangé quelques mails et il était très agréable. Il nous a parlé de jeux de rôle. Et bon, je sais pas si je révèle un grand secret, mais en tout cas, il continue à jouer au jeu de rôle. Et il était ravi. Enfin, j'ai l'impression de reprendre, de nous passer plein d'illustrations et peut-être de reprendre les crayons. Donc, c'était une chouette histoire d'un illustrateur mythique très humble qui est revenu, voilà, qui est revenu Et qui est revenu et qui en même temps n'est jamais parti. C'est-à-dire, il est parti du monde de l'édition, mais manifestement, il n'a jamais arrêté de jouer au jeu de rôle, jamais arrêté de dessiner. Mais il dessine les PNJ de sa campagne et c'est très important pour lui et c'est plus important pour lui les PNJ de sa campagne que quoi que ce soit d'autre et ça nous on adore. Enfin moi j'adore les gens qui ont des priorités qui sont la table de jeu, les amis, les engagements personnels, voilà et ça c'est lui. Bertrand, Vincent, Olivier, quand on vous a appris qu'il serait de retour, ça a été quoi votre réaction? Dans cet ordre, Bertrand, Vincent, Olivier. Moi, très content. Et puis, moi, j'ai une illustration en tête qui est sans doute la moins avouable. Mais Imagine. Tout le monde la voit. D'un vieux tatou et qui avait fait polémique à l'époque, mais qui est extrêmement caractéristique de la Grande-Bretagne pour moi. Qui n'est pas montrable sur Facebook, je pense. Non, non. Vincent?
Ouais, À moins que tu n'avais pas terminé, peut-être, Bertrand. Vincent. c'est assez incroyable. J'avais entendu parler de lui, mais justement pour dire qu'il avait disparu, qu'il avait complètement coupé les ponts, etc., qu'il faisait, je sais pas, un autre job, j'en sais rien du tout. Et franchement, je me disais, bon, bah, il va jamais vouloir remettre un orteil dans le milieu, quoi. Donc c'est vraiment complètement incroyable. Après, attention, hein, pour lui, c'est casse-gueule. Parce que les autres illustrateurs, ils savent y faire aussi. Et, euh, et c'est gros respect d'être rentré dans le truc parce que après, il y aura des comparaisons, il y aura des machins. Donc, il va falloir qu'il se donne. Mais c'est absolument génial, bien entendu. Olivier. Moi, franchement, enfin, c'était clairement l'illustrateur à l'époque de référence. Je me souviens de l'illustration de l'île brisée, par exemple, qui est géniale. Et puis, bon, il en a fait énormément et la plupart étaient vraiment d'excellente qualité. Les personnages, moi, je les ai en tête à partir de ces illustrations, hein. Le lion de Gaspard, ouais, bah, tout à fait, ouais. Donc, en fait, je pense que même aujourd'hui, il a un nombre de fans assez incalculable. Et je pense que ça va le porter quelque part pour réussir justement à être, enfin voilà, à être le Gassner qu'on a connu et quelque part à être capable de renvoyer la balle qu'on lui a lancée. Donc moi, j'ai tout à fait confiance. Alors je le connais pas personnellement, mais vu ce qu'il a été capable de faire, je pense il a encore, voilà, il en a encore sous la pédale et que quelque part il va nous surprendre à garder. Voilà. Donc j'ai tout à fait confiance à Alain Gassner et j'espère un jour avoir l'honneur de le rencontrer. Et puis on a réussi le petit doublé parce qu'il y avait un autre illustrateur à l'époque qui était Guillaume Sorel. Bah, c'est parfait que tu en parles parce que Et justement, il y a Patrick sur le chat qui venait de le citer, donc j'allais vous lancer sur Tout à le, fait, ouais, sur ouais. le sujet. tout à Moi, fait. je me, Ouais. moi, je me souviens quand j'avais 12-13 ans, j'étais pas sûr d'aimer en fait les illustrations de Sorel. Je les trouvais très dérangeantes. Je me souviens qu'il avait fait des mutants des hautes terres, je crois, il me semble. Et en même temps, c'est là qu'un voilà, un grand illustrateur, c'est pas quelqu'un qui fait forcément que des images agréables, parce que moi, ces images, je les ai jamais oubliées. Voilà, elles me sont restées, elles sont vraiment liées à cet univers. Elles étaient très, très différentes de Gassner, et en même temps, elles s'intégraient. Donc, je dis ça parce que voilà, il y a parfois des gens qui se posent la question de comment on fait pour combiner des styles différents. En fait, Gassner et Sorel, c'est des styles différents, mais c'est Mm. pas non plus l'un qui fait du cartoon et l'autre qui fait du manga. C'est quand même voilà, et ça cohabitait. C'était deux visions différentes, mais qui finalement s'associaient assez bien dans l'univers de jeu. Et donc, on est hyper content d'avoir aussi ramené Guillaume Sorel, parce que c'est pas non plus une paire de manches de le ramener dans le jeu. Guillaume, il a une carrière énorme, comme certains d'entre vous le savent, de bande dessinée. C'est aussi quelqu'un qui vit très à l'écart des réseaux sociaux, voilà, qui est très occupé. Donc on est super heureux aussi de ça. Voilà, qu'il Mm. revienne lui aussi. Et je précise donc que Guillaume Sorel va illustrer les Chroniques européennes, donc le supplément qui est une exclusivité à la campagne, qui sera donc qui aura une mécanique saisonnière où à chaque début de saison on enverra du contenu de minimum 16 pages. Je parle sous votre contrôle, hein, Jawad et Ismaël et Olivier et Vincent aussi d'ailleurs, et qu'il y aura 6 saisons vu qu'on a débloqué 2 nouvelles saisons au cours de la campagne, et tout ça, si j'ai bien compris, ressortira ensuite en version compilée, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y aura une version physique en 2023 et il y aura pour chaque saison, il y aura une illustration singulière qui seront sans doute faites par Grégoire Voléger qui a fait la toute première, celle avec la tête de mort que vous avez vue sur le site. Mm. Donc, il y aura ces 6 illustrations pour chaque saison. Et puis, il y aura en tête de tout ça une illustration de Guillaume Sorel. Donc, le livre, quand il sera imprimé, aura pour couverture l'image de Guillaume Sorel. Et on fera aussi un PDF global à la fin, qui sera aussi avec l'illustration de Guillaume. Comme ça, tout le monde y aura accès.
Ce qui fera, si je ne m'abuse, donc on a les suppléments sur Espagna et Camargue, on a la campagne Les Armes du Crépuscule, et on aura à terme donc les Chroniques européennes, ce qui fait déjà 4 suppléments de prévus pour les 2 années à venir, quoi. Donc voilà, ça répond à une des questions qui nous a été posée, est-ce qu'il y aura d'autres suppléments? On a eu l'occasion de le dire à quelques fois, mais le département des sombres projets, c'est des projets à gamme, donc avec des gammes qui vivent au fur et à mesure. Je vous laisse enchaîner si vous avez quelque chose de plus à dire là-dessus. Ça va dépendre de Sébastien, tout ça, hein, je pense. Hein, ça. Bah, Parce que là, il est en train de trembler parce que c'est beaucoup de travail à mettre en page. Oui, mais ça va. Ça s'étale sur 3 ans, ça va. je, je suis un peu plus rassuré, effectivement. On va te cuisiner dans un instant, Sébastien. Tu es rassuré pour le moment. Moi, j'avais encore deux, trois petites choses avant qu'on passe au reste, bah, notamment à ton interview, Sébastien. Et Moorcock dans tout ça, en fait. Est-ce qu'on peut expliciter les rapports qu'on a avec lui, comment ça se passe et comment lui voit cette nouvelle adaptation de son œuvre et qu'est-ce qu'il a pu en dire? Bah, alors, c'est moi qui suis en contact avec son agent. Quand on l'avait croisé aux Utopiales de Nantes, on sortait Mantblade à ce moment-là, donc on avait eu l'occasion d'un peu plus parler avec lui, de lui faire signer un petit mot, de parler. C'est quelqu'un de très occupé. Mais il y a quand même Mantblade, c'était quoi? C'était il y a 8 ans maintenant, et donc le temps a passé, et il est un peu moins facile à joindre. Je sais qu'il nous avait dit, mais ça, peut-être j'en avais déjà parlé au précédent live, enfin, mais en tout cas, il avait euh, aimé énormément le trailer, les personnages, les archétypes. Ça lui a plu. Il nous l'avait fait passer le message par l'intermédiaire de sa femme, Linda. Et on lui avait demandé si ça l'intéressait de faire une interview. Et là, il avait répondu qu'il n'avait pas du tout le temps et qu'il était en train d'écrire énormément. Donc, ce que je sais, c'est que les illustrations lui ont plu. J'avais fait un pitch également. On lui pitch hein, tout ce qu'on fait, enfin par intermédiaire de son agent. Et son agent m'avait dit allez-y, allez-y, c'est super. On avait parlé de cette histoire de résistant. Et ça l'avait assez emballé. George Hoffman avait été assez emballé par cette histoire. Et je crois que donc le clan Moorcock voit tout ça d'un œil très favorable. J'ai encore une petite question pour les sombremètres, après on va varier les intervenants. Il y a eu pas mal d'interrogations autour de Radio Paris, donc le podcast qu'on a débloqué il y a quelques paliers de cela. On vous renvoie sur la news qu'on a fait à ce propos, mais on n'a volontairement pas décrit ce que ce sera autre qu'une immersion et une aide de jeu. Ismaël, si tu veux bien nous en dire un peu plus? Oui, en fait, si, je crois on en a quand même un petit peu parlé. Un petit peu. Je ne sais plus très bien comment l'idée est venue. Moi, je me rappelle un peu. Ah bon? Ouais, je me rappelle, on était au téléphone et on parlait de résistance, de Radio Londra, et on s'était dit, et j'avais moi dit, ah, c'est dommage quand même que la radio n'existe pas à ce moment-là. Et toi, tu m'avais dit, mais attends, mais bien sûr que si, s'ils font des trucs volants, il y a des sorciers qui ont pu. Et là, tu as enchaîné, c'était assez chouette. D'accord. Oui, ouais, effectivement, il y a pas de. En fait, une radio, c'est pas un objet extraordinairement complexe. Ça l'est sans doute un peu moins que certains des objets qui sont décrits dans la saga. On n'a pas consulté Olivier et Vincent. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, ah, j'ai pas envie qu'ils me disent non. Donc, on a avancé, puis on s'est dit, ah, si ça se trouve, ça va leur plaire. Après, il y a quand même une petite ambiguïté à lever, c'est que Radio Paris, c'est le nom qu'on a eu envie de donner à ce supplément. Mais on ne désigne pas une réalité à l'intérieur du jeu. Il n'y a pas à l'intérieur du jeu quelque chose qui s'appellerait Radio Paris, comme il y a eu un Radio Londra. Il n'y a pas. Nous, on joue évidemment avec les codes culturels qui sont les nôtres. Et dans ces codes culturels, il y a évidemment 39-45, la résistance, etc. Mais non, l'idée, c'est que ça va être une tentative de correspondance en fait, entre deux résistants qui sont équipés sans doute de la même technologie. Donc, chacun a un émetteur-récepteur. L'un est un homme qui vit à Paris, donc en territoire occupé, et qui s'adresse à une femme qu'il aime, qui est sa bien-aimée, qui, elle, est en territoire libre. Et ils sont tous les deux engagés dans la résistance.
lui de manière évidemment clandestine, elle moins, et ils vont échanger des nouvelles. Et si c'est bien fait, ce que j'espère, en fait, ça fonctionnera un peu, mais comme le font certains jeux de rôle sous des formes écrites de gazettes. C'est-à-dire, en fait, ça fonctionnera vraiment comme une aide de jeu. C'est-à-dire que vous trouverez dans ces manières d'évoquer tel camarade de lutte, tel ennemi, tel secret grand-breton, vous trouverez en fait des départs d'intrigue, des PNJ esquissés, voilà. Mais tout ça sera fait d'une manière voilà, qu'on espère singulière, immersive, en travaillant aussi, alors ça, je ne sais pas si c'est trop la culture rôliste, mais en travaillant peut-être aussi sur la question des sentiments, enfin, voilà, du sentiment amoureux, de qu'est-ce que c'est que tenter de se parler comme ça, en s'envoyant des messages comme on s'envoie des bouteilles à la mer, et quand on est sous la menace de l'Empire grand-breton. Merci. Je pense que déjà, on a donné quelques indices supplémentaires, hein, aux gens et qui se posaient pas mal de questions, sachant que si tout va bien, donc ce sera quelque chose qui précédera l'envoi de la gamme. On n'en parle Oui, c'est pas ça. plus pour le moment parce que c'est un gros chantier, mais on sera ravis d'y revenir le moment venu dans les news. D'ailleurs, les news ont Ulule, un peu à l'image de ce qu'on fait sur les héritiers encore aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Dès qu'on aura du contenu, on sera ravis de partager ça avec vous, de continuer à échanger. Donc, si vous avez contribué à la campagne, ne vous désabonnez pas, ne nous mettez pas en spam, puisque ce sera le meilleur moyen d'avoir des infos. J'avais noté de vous lancer sur le Leporello, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Je serais ravi de vous dire qu'on est à moins à 2000 euros de l'objectif final, donc le fameux Leporello, donc on va voir ce qu'il en est. Allez-y, allez-y, les filles aussi, tout le monde, allez-y. On va se pencher sur le cas de Sébastien, donc le directeur artistique du département. Si vous étiez contributeur de la campagne des héritiers qu'on a fait l'an dernier, on avait fait un live avec lui, il ne pouvait pas être présent physiquement, on avait que sa douce voix là, il a trouvé une tablette qui affiche une caméra, donc il est là physiquement parmi nous. Sébastien, je veux bien que tu te représentes également, comme l'a fait Bertrand tout à l'heure, que tu te présentes un peu aux gens, tu nous dises qui tu es. Écoute, je suis un rôliste avant tout. Alors, je suis directeur artistique sur plusieurs gammes chez le département des sombres projets. Donc, je travaille sur Westland et sur Moonblade. J'ai un pied sur JDR Mag puisque je m'occupe aussi de la maquette. Voilà, j'ai aussi un petit pied chez les Dead Crows depuis un petit moment, depuis Capharnaüm. Et puis sinon, concernant Hawkmoon précisément, je sais pas, je devais avoir 16 ans quand j'ai commencé à jouer là-dessus. J'ai beaucoup aimé. Mon MJ de l'époque, qui lui a arrêté le jeu de rôle, m'a gentiment donné ses livres de l'époque. Donc j'ai ça en stock, mais Un symptôme. C'est ce que je viens de dire. Et donc, par contre, moi, au niveau, quand tu parlais des souvenirs à propos de Gassner, moi, c'était plutôt côté joueur. Donc, comme j'étais joueur, j'avais pas accès forcément à toutes les illustrations du livre qui étaient interdites et qui étaient donc le précaré du MJ. Donc moi, les illustrations de Gassner dont je me souviens, c'était essentiellement la petite silhouette sur la feuille de personnage qu'on pouvait habiller nous-mêmes. Ouais. Il y avait ça et l'écran de Cyberpunk aussi. Donc côté joueur. Donc voilà. C'est Gaster l'illustration de la silhouette? Ouais, je pense. Ah, Ça génial. ressemblait beaucoup. Hein. Génial. Pardon. Et ça t'a fait quoi de passer d'un univers où tu étais joueur à tu vas avoir une implication dans ce monde-là, ça t'a fait quoi? Et question d'après, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton approche artistique pour la gamme à venir?
Alors, ouais, ça m'a fait super plaisir. Après, c'est un peu une gageure parce que effectivement, pour moi, c'est un peu un monument du jeu de rôle. On y a quand même pas mal joué. J'en ai de très bons souvenirs. Et de me retrouver de l'autre côté, j'étais dans la position où il fallait pas que je trahisse mon moi d'avant, où je devais faire aussi bien que au niveau de l'entrée dans l'univers. Je ne sais pas si je m'exprime assez Si, très si. bien. Voilà, c'était ouais, comme c'était un petit peu un monument, c'était voilà, je reçois un petit peu cet héritage au niveau bon, de mon petit niveau à moi et de le faire revivre en fait, et d'apporter en espérant que ça plaise autant que ça m'a plu moi quand j'étais jeune, quoi, tout simplement. Tu me tends une perche, je reviens vers toi dans un instant, mais du coup, toi, donc, t'as sauté le pas, tu es passé de joueur à membre de l'équipe organisatrice Mm. de la nouvelle gamme. Pour Bertrand, Olivier et Vincent, qui avaient déjà un pied dans l'organisation de la gamme d'antan chez Oriflamme, le, le- la crainte principale, c'est quoi quand des sombres maîtres vous appellent au téléphone pour vous dire venez, on va relancer Hawkmoon? Est-ce que vous avez eu les foins ou qu'est-ce qui est passé dans votre tête? Olivier d'abord. Moi, enfin, objectivement, j'avais pas peur, pas du tout. J'étais très positif en fait sur cette offre, enfin sur cette proposition. Euh, c'est quand on a commencé à travailler dessus que là, on se dit de quoi on part. Parce que il faut partir de quelque chose ça semble simple, mais en fait, c'est très dimensionnant pour la suite parce que on savait à peu près qu'on voulait faire du neuf, hein, ça c'était clair. Enfin, que, voilà, le principe c'était pas de faire de la recopie, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, hein, on n'a pas fait de recopie. Mais il fallait qu'on se dise comment on oriente, de quoi on part, quelles sont les décisions qu'on prend. Enfin voilà, et il y avait quand même, c'est plutôt quand on est passé en phase travail qu'on s'est rendu compte qu'il fallait tout construire justement. Et ne pas, moi par contre, c'est vrai que je ne me suis pas du tout, enfin j'ai pas réouvert mes anciens bouquins, quoi. Enfin, tout ce que j'ai tout au Moon, hein, évidemment. J'ai même des choses, enfin voilà, j'ai des choses assez rares. Enfin, je pense avoir les ouvrages, je les ai tous au niveau holistique. Et c'est vrai que je me suis attaché particulièrement à pas relire les anciens suppléments, justement pour ne pas repartir pour ne pas être inspiré ou tenté de faire de la recopie, mais même, parfois même sans s'en rendre compte, hein. Hmm. Vincent puis Bertrand, même question. Ouais, je suis d'accord avec Olivier, c'est pas tellement une question de peur. Par contre, moi je me suis dit, ah mais cool, ça veut dire on peut repartir à l'attaque. Je veux dire, les mecs, ils sont géniaux, ils nous offrent une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse 20 ans après, quoi. Non mais qui dirait non, quoi. Donc, non, c'était vraiment, vraiment sympa. J'ai eu, c'était plutôt que de la peur ou je sais pas quoi, d'être à la hauteur et tout. Il y a des trucs, on sait qu'on sera pas à la hauteur pour certaines personnes. C'est pas un souci. Mais en tout cas, pour moi, ça a été cool. On va pouvoir repartir là-dedans. On va pouvoir peut-être finalement écrire ce qu'on aurait voulu écrire il y a 20 ans. Et puis la gamme s'est arrêtée. Et puis voilà. Donc, non, non, un gros enthousiasme plus que de la peur, alors clairement. Bertrand, ton. Ben, un bon enthousiasme au début et les grosses miquettes. Les grosses miquettes et les grosses interrogations sur parfaire la même chose, alors moi, je me suis beaucoup pris la tête sur ouais, la grosse peur de dire, mais en fait, est-ce qu'on va pas déjà refaire les trucs? Alors je sais que de toute manière la gamme maintenant, enfin voilà, elle est un peu l'ancienne gamme,
un peu aux oubliettes pour le nouveau public. Donc, de toute manière, le risque, il n'est pas si énorme que ça. Mais pas forcément, enfin, forcément avoir envie de faire quelque chose de différent, mais tout en admirant ce qui avait été fait avant. Finalement, beaucoup d'enthousiasme au début et puis beaucoup d'aternoiement sur la suite. Je trouve que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident de repasser derrière son jeu préféré d'adolescence, finalement. Moi, c'est pas un truc qui a été naturel très vite. Alors qu'au début, on partait un peu la fleur au fusil, mais finalement voilà, ça a été un peu compliqué pour moi par moment. C'est marrant parce que je place ça en comparaison je reprends mes mots. Il y a plusieurs personnes sur le chat, enfin non pas sur le chat, mais pendant la campagne, qui nous ont demandé est-ce qu'on allait refaire la France, qui est vraiment qui est sur une espèce de piédestal. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment qu'on s'attelait quand même à une espèce d'édifice immense. Et il n'y a que toi qui a qui a eu ce petit frisson, alors que justement, donc, il y a une expression que Ismaël utilise souvent quand il m'a présenté, il a commencé à l'utiliser quand il m'a présenté le projet, c'était avec Hawkmoon on touche l'histoire du jeu de rôle français. Et donc je me disais qu'avec tout ça, vous auriez peut-être un peu plus les miquettes, quoi. Mais en fait, compte, non. Non, non, on y va à nous. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu une version que tout le monde, qu'on semble ignorer tous, qui est la Hawkmoon de Mongoose. Et en fait, quand tu l'as eu entre les mains, tout va mieux. Tu te sens vraiment libéré au niveau de la pression. Non, mais les illustrations. Je connais pas bien les gens de Mongoose, hein, mais bon, bon, bref, mais en tout cas, ça va mieux à ce moment-là. Je trouve que la pression, tu es libéré de cette pression. Ouais, puis Bertrand, il est spécifiquement sur, sa mission, ça a été Paris. C'est-à-dire que lui, tout de suite, il se coltine, voilà, le rapport à la France, qui moi m'a pas impressionné parce que j'ai aucun souvenir du Paris de la France. C'est pas du tout le chapitre dont je me souviens. Donc je sais pas du tout à quoi Bertrand se mesure, voilà. Mais lui, sans doute, il le sait, voilà. On rappelle donc que ce setting figurera dans le livre du meneur, donc Résistance, si j'ai pas. Ouais, c'est ça. Et qu'il y a un autre setting sur Lyon qui est dans l'ombre de l'Empire. En plus donc des autres ouvrages qui seront dédiés à la Camargue et à Espagna. Et au cas où la question tombe, oui, on explorera d'autres contrées. À un moment ou un autre, sous une forme ou une autre. Là, on vient déjà de dérouler les 2, 3 premières années de la gamme. C'est un abonnement auquel vous avez souscrit en quelque sorte, donc on va avancer d'ici là. Je vais revenir vers toi, Sébastien, pour que tu nous dises comment toi tu comptes mettre ta patte et t'approprier le tragique millénaire dans la DA des livres qui arrivent. Euh, alors, la DA, ça va être un mix entre un aspect médiéval et un aspect industriel totalement désuet et complètement usé. Alors, c'est tout. Il y a le rapport aux Grands-Bretons qui sont en armure. Il y a toujours le côté très métallique qui est là. Euh, C'était une des raisons aussi pour lesquelles le logo Hawkmoon a pris cette apparence très métallique et usée. Voilà, il y a un mix médiéval. Il y a toujours le côté industriel ou en tout cas euh, ouais, il y a une pointe de modernité quand on prend par exemple le logo de la Camargue qui est très carré et beaucoup plus
dans ce qu'on pourrait faire actuellement, quelque chose de bien lourd au niveau des traits. Mais en même temps, ça conserve le côté très blason qui est propre à l'aspect médiéval. Et après, ce que j'ai essayé de jouer aussi sur la différence entre le côté métallique, qui serait plutôt grand breton, et le côté tissu, qui serait plutôt la résistance. Sur le côté très dur et râpeux, contre une chose beaucoup plus fragile, mais beaucoup plus flexible. Donc, voilà, on a un petit peu joué là-dessus, sur le tissu. Et après aussi, quand on part sur le côté résistance, c'est tout ce qui est symbole peint sur les murs. On marque les opérations. Donc le côté très peinture, se jeter comme ça avant de disparaître, très graffiti, voilà, qui est assez intéressant aussi à développer, quoi. Et ouais, c'est bien que tu parles de l'opposition Grand Breton résistant qui se manifeste sur le graphisme parce que c'était justement ce que je voulais te tendre une perche à ce sujet. Euh, Là maintenant c'est une question un peu générale hein, qui concerne un peu tout le monde. Après on va passer aux questions des gens, donc si vous en avez c'est maintenant, hein, si vous êtes sur le chat. Euh, donc demain, enfin dans même 2h29 minutes, la campagne elle est terminée. Qu'est-ce qui se passe après? Bon, je pense déjà qu'on va tous prendre une vraie nuit de sommeil en essayant de ne pas penser aux nombreux mois de travail qui sont écoulés. Ça va être quoi la timeline? Je parle pas tant de la production parce qu'on a indiqué sur la page Ulule les grandes étapes. À quoi vous allez vous atteler et de quelle manière et avec quel état d'esprit? Jawad? Ah, Ah, on ne t'entend plus. on t'entend plus, Jawad, t'avais peut-être coupé ton Pardon, micro. pardon. Ouais. Ce qu'on va faire à partir de demain, déjà, je pense on va peut-être se boire un coup, quoi. Hein. Je pense que c'est la première chose qu'on va faire. Et puis, dormir un peu, oui, parce que mine de rien, euh, sur une campagne, alors peut-être qu'Ismaël le sort encore mieux que moi, parce que là, je pense qu'il il n'a fait que penser au Kmoun, vivre au Kmoun, pas mal enfin, tout ce mois-ci. Donc, je pense que lui, il va se faire un bon week-end où il va pas du tout penser à Hawkmoon, enfin, même si j'en suis pas tout à fait si sûr, en fait. Et déjà un peu de repos, et puis ben, on va s'atteler à aussi faire avancer les projets qu'on a mis en sourdine à côté de ça, parce il y a des suppléments pour le reste de nos gammes. Il y a des réimpressions déjà auxquelles il faut penser pour les héritiers, pour Mountblade, enfin, tout un tas de choses. Donc on va refaire fonctionner notre boîte. Et Hawkmoon, bah, de toute façon, on va passer un été Hawkmoon. Hein. On va passer un été, on va lire de la littérature, de résistance. On va se délecter en lisant les textes de Bertrand, Vincent et Olivier. On va faire des allers-retours avec Sébastien. Bref, en fait, le travail presque le plus agréable, j'ai envie de dire. Non, Ismaël? Ouais, et Ismaël? puis, ouais, alors moi, je suis beaucoup moins épuisé qu'à la fin de la campagne des héritiers. Je suis moins tendu aussi parce que on a des délais, on a changé nos délais. C'est-à-dire que l'an dernier, avec les héritiers, on avait terminé la campagne, je me souviens, je crois que c'était début mai, et on avait promis de livrer en décembre. Et en fait, ça avait été un calcul difficile parce que l'été, on sait très bien que tout ralentit. Il y a au moins un mois en fait qu'on prend dans la vue. Donc, c'était vraiment un délai hyper court. Et là, on a beaucoup plus anticipé. On a énormément d'illustrations qui ont déjà été produites, qui arrivent tous les jours. On a 4 illustrateurs qui travaillent voilà, toutes les semaines, qui nous livrent des images. Vincent et Olivier sont ultra productifs et je pense ils sont aussi consciencieux que moi, donc ils travaillent comme s'il fallait livrer après-demain.
Et surtout, on a rallongé notre délai, et c'est ce qu'on a demandé, d'ailleurs, ce qu'on vous a un peu demandé à la communauté en vous disant, voilà, nous, on vous demande 1 an parce qu'on veut vous livrer dans les temps, mais on veut vous livrer sans burn-out, quoi. Voilà. Donc, on sait que voilà, on a 6 mois là sportifs, mais pas infernaux. Je pense que l'un des premiers suppléments, l'une des premières choses qu'on va mettre en maquette, c'est résistance, en fait. Résistance dans l'ombre de l'Empire. Et ce qu'on va mettre en maquette en dernier, en fait, ce sera le livre de base. Enfin, en tout cas, les chapitres du livre de base qui sont les chapitres de règles, parce qu'on veut vraiment les tester abondamment, ce que font finalement assez peu de jeux. Faut pas, en France, en tout cas, on a une approche du playtest qui est un peu atmosphérique. On playteste comme ça entre copains. Moi, je crois que voilà, là, on a l'occasion de playtester de manière plus rigoureuse en faisant travailler voilà, plusieurs tables en même temps, en allant chercher beaucoup d'avis, beaucoup de retours pour arriver à quelque chose qui doit être bien parce que nous, on compte notre nouvelle version du système, on compte s'en servir pendant de nombreuses années. La première a duré 10 ans, donc si on refait une version, c'est pour que ça puisse durer aussi. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont être réglées finalement, alors que c'est sans doute les chapitres que la communauté lira en premier. C'est les chapitres que nous, on va peaufiner jusqu'au bout du bout et qu'on mettra en maquette en dernier. Voilà. D'accord. Et vous, les auteurs, enfin, à quoi va ressembler, je vais dire, vos journées de travail sur Hawkmoon? Je ne sais pas si vous avez bossé de manière, si ça peut se manifester de cette manière, mais quels sont les projets qui vous attendent là dans les temps à venir, hein, personnellement? Bon, Bertrand, on sait que c'est Paris, hein, c'est la cité de cristal. Olivier? Moi, je suis en train de finir le Sentier des Braves, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le scénario, je crois que c'était le palier, enfin, c'était dans les premiers paliers, pas du 14, je ne sais plus. Et après, donc j'avais rédigé à peu près la moitié de la Camargue. Donc, j'ai commencé à travailler sur les deux derniers gros chapitres qui restent. Et je pense que dans l'intervalle, je vais recevoir également des chapitres qui ont probablement été relus et sur lesquels on commencera à travailler pour les V1 et les V2, puisqu'en fait, on travaille comme ça. Il y a un premier échange, un retravail et puis une deuxième version, et ça devient la version définitive. Donc là, notamment, c'est ce qu'on avait fait. On avait déjà travaillé comme ça sur les pays, sur les pays dominés et les pays libres. On est à la V2 là-dessus, hein, je ne dis pas de bêtises. Mais... Je crois même qu'on est en version quasiment définitive. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc on était en version définitive là-dessus. Bon, je pense que je dois avoir au total une bonne vingtaine de chapitres entre la Camargue et Hawkmoon. Et après, derrière, il va falloir s'attaquer aux gros morceaux. Donc on a déjà une idée de ce qu'on veut faire, bien sûr, hein, mais le gros chapitre, ça va être les armes du crépuscule. Ouais, là, comme je lui ai dit qu'il allait souffrir énormément parce que j'étais. Déjà, je suis vraiment super chiant, mais alors sur les campagnes, c'est pire. Donc là, pour qu'il embarque, je lui ai dit écoute, avril 2023. Ouais. Voilà. Et donc, il s'est dit ah ouais, ça va. Il a dit oui. Donc, mais c'est pour ça qu'on se laisse. Voilà. Là, il nous faut. Je pense que ça va être le gros chantier de l'année qui vient pour toi, Olivier. Ouais, mais je pense que ça va être franchement, cette campagne, je la sens bien, quoi. Bon, voilà. Vincent? Non, franchement, je la sens bien. Je la sens bien. Après, voilà, elle n'est pas écrite encore. Il y a des trucs qui sont rédigés. On a le titre. Mais il y a plus et que le ça. pitch? Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. C'est pas les larmes du crépuscule, ça va être les au crépuscule, à l'aube, tout le temps. On en a parlé de ce titre longtemps. Ouais. Et le titre est très, très, très cohérent. On a fini par trouver un compromis ou un consensus, enfin voilà, l'un ou l'autre. Et en fait, ouais, ça va être sympa. Enfin, je pense que ouais, ça va être vraiment une campagne très, très, très agréable à jouer, quoi. Voilà. Après, c'est pas parce que je l'écris, hein. Mais moi, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à l'écrire. Et je pense que les gens se régaleront derrière. Vincent?
Ouais, moi, je travaille sur plusieurs scénarios. Et puis, il y en a un qui est quasiment bouclé. Il faut que je repasse encore derrière avant de pouvoir l'envoyer à Ismaël, qui me fera des tonnes de corrections pour repasser encore derrière, etc. Et puis, j'ai plein d'idées. Je me dis heureusement qu'il y aura des JDR Mag et qu'il y aura des trucs comme ça parce que, comme souvent, je commence plein de choses et puis tout d'un coup, il y en a une, c'est le bon moment. Et puis alors, je la creuse et je la termine. Et puis comme ça, après, je peux reprendre les autres choses. J'ai eu le temps de réfléchir, de rematurer et tout et tout. Donc là, j'ai pas mal d'idées de gros scénarios, enfin, petites campagnes, minuscules campagnes, mais gros scénarios, des trucs en 3-4 scénarios comme ça qui me motivent bien et plein aussi d'enclaves, de choses à décrire autour de la Méditerranée. Ça, c'est quelque chose qui me fait bien kiffer, comme ne disent plus les jeunes aujourd'hui. Et donc, je me réjouis de me mettre à tout ça, quoi. D'accord. On va passer on a quelques questions d'internautes qui nous suivent. Je vous fais juste un petit point cagnotte. On est à moins de 400 euros de l'objectif final, les enfants. Donc, Ah, Waouh. voilà. On va peut-être pouvoir parler de ce Leporello tout de suite après. J'ai d'abord, c'est à peu près dans l'ordre, hein, vous m'excusez sur le chat hein, si la vôtre ne vient pas tout de suite. Il y a une question qui a été posée à la fois par Sylvain et par Marcus, et je crois qu'on y est déjà revenu, mais dans le doute, est-ce qu'on peut s'attendre à une campagne ou en tout cas à des liens entre Moonblade et Hawkmoon? La réponse est a priori, je sais plus. Non, mais je comprends la question parce que c'est vrai que nous, quand on arrive sur le jeu Hawkmoon, on y arrive avec l'envie d'insister sur une spécificité. Et la spécificité qu'on met en avant, c'est la lutte contre l'Empire Grand-Breton. Donc, on a l'air comme ça de mettre de côté des éléments forts du jeu qui sont le bâton runique, le multivers, voilà. Mais je dirais que ça, c'est une question de priorité et de manière de faire. C'est-à-dire, notre priorité, c'est de donner au jeu une singularité par rapport à d'autres jeux et par rapport à d'autres jeux du multivers de Moorcock. Maintenant, évidemment, on serait fou de se passer de cette singularité-là qui est vraiment géniale, qui est d'ailleurs exploitée à fond aussi dans la saga d'Hawkmoon. Hein. La question du multivers est vraiment forte aussi. Donc, et je sais en plus que Vincent, toi, tu as envie, je crois, de faire une campagne multiverselle. Donc, on y viendra avec toi, il me semble. Cool. En tout cas, j'ai une ou deux idées, ouais. Donc pour décembre 2022, c'est ça? Non, Oui. je, Ouais, je, je sais que. je m'en mêle les Et, pinceaux. et Eric aussi, Eric Simon, donc, reprend du service avec nous sur son traité des ruses grand-bretonnes, mais on a déjà parlé avec Eric d'un supplément. Eric a envie d'écrire un supplément pour la gamme. Et le supplément qu'il envisage est complètement décorrélé de la lutte contre les Grands-Bretons. C'est un supplément consacré en fait à des lieux étranges de l'Europe et d'ailleurs hors d'Europe, et toujours lié vraiment au baroque moorcockien, quoi. Donc à la question du multivers, donc à la question des seigneurs d'en haut. Voilà. C'est ça qu'il a envie de faire. Et en général, moi, quand Eric Simon a envie de faire quelque chose, je dis oui. Je crois qu'on avait évoqué cette question-là, mais sans l'expliciter, ou alors c'était en commentaire d'une news, donc je pense que c'est une information qui sera pertinente pour beaucoup de gens. Il y a une question de Cyril qui revient sur les chroniques européennes et sur le système donc de saison. Il demandait est-ce que, alors, j'espère avoir bien compris ta question, Cyril. Il demandait Ouais. est-ce que la version ah, Non mais regardez, non mais regardez, non mais les Ah. non, bon, regardez ça, il est là. bon. Merci. Les gens qui nous regardent en différé doivent se douter de la raison pour en la... deuxième les Porello. Non, non, Bien, non. ça, super. Non, non, donc on a atteint le dernier palier donc à l'instant et d'ailleurs ça continue de monter. Donc Ouais. merci à tous. On va pouvoir Ouais, parler merci. du Loperole dans un instant. Le calendrier suivant, c'est un calendrier. Enfin, le palier suivant, c'est un calendrier de l'équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Grand Breton du stade.
En armure. Je connais un très bon photographe hein, pour le supplément de 2024. Bon, bah, félicitations, hein, les enfants. Il y a des super. bravos de partout sur le chat. Donc, je reviens sur la question de Cyril qui demandait est-ce que le supplément imprimé des chroniques européennes sera offert à ceux qui ont participé à la campagne? Non, non, je crois pas me tromper, Ismaël ou Non. Jawad. Voilà. Bon, si vous voulez la version toute belle imprimée, bah pour le coup, rendez-vous dans 2 ans, mais non, elle ne sera pas offerte. Sylvain et Julien, quand Jawad a parlé des rééditions possibles et qu'il a cité notamment Moonblade, ils ont été en mode suricate et ils se sont dit est-ce qu'il s'agit de la version collector de Moonblade? Je crois qu'on a déjà eu cette question, mais j'ai plus la réponse en tête, donc je te laisse y répondre. Bah, c'est un succès commercial incroyable, cette boîte collector. Dont tu avais fixé le prix public tout seul, d'ailleurs. Oh, C'est- pas du tout, c'est pas vrai. Mais Alors, on vient d'avoir un succès, c'est pas le moment d'avoir un règlement de compte entre vous. Non, hein. non, mais on en parlera demain. Mais, Non, mais il faut mais on savoir que avait c'est la boîte de jeu la moins chère de l'histoire du jeu de rôle, en l'histoire. fait. Donc On a- forcément, elle est partie très vite. Ça a été un vrai Elle succès. était à 36 € pour une boîte avec des livrets dedans qui ressemblaient un peu. On faisait un hommage à la première boîte de Stormbringer. On avait repris l'illustration de Frank Brunner et on l'avait mise incroyablement basse parce on partait à ce moment-là du principe qu'on allait faire tous nos suppléments à 36 €. Et une fois que cette bouffée délirante a cessé, c'est-à-dire elle a duré 2 mois, voilà, le jeu était vendu. Ce supplément était vendu, mais j'aimerais moi qu'on le refasse. De toute façon, en tout cas, ça va être sur la table à un moment donné de reparler, de refaire ce supplément sous forme d'une boîte qui est pour moi l'une des plus belles illustrations de Brunner. Hein. Moi, je la préfère à celle d'Hawkmoon. Je trouve qu'elle rit quand tu te dis que c'est un jeune homme qui a cette gueule-là. Tu te dis que bah, Stormbringer et la drogue, ça fait des dégâts, quoi. Tu vois, tu montres ça et je pense que tu montres ça à des ados, la drogue, ça s'arrête. Non, après, on peut avoir au milieu de toute la joie qui est la nôtre ce soir une petite pensée émue pour voilà, un camarade qui malheureusement n'est plus là, Goulven Quintel, qui était le premier voilà, directeur artistique de nos jeux, qui malheureusement nous a quittés un tout petit peu après Isabelle, ce qui a beaucoup ralenti notre production pendant 2 ans et surtout qui a abouti au fait qu'en fait, il y a un certain nombre de fichiers qui ont été perdus à tout jamais avec le décès de Goulven. Et a priori, cette boîte est vraiment collector de collector parce que voilà, on a les fichiers PDF, mais on ne peut pas imprimer des fichiers PDF. Ce n'est pas une qualité suffisante. Donc, on continue de vendre le contenu de cette boîte en fichier PDF, mais on est toujours à la recherche des fichiers InDesign d'origine et voilà, et on pourrait repartir de zéro, mais c'est un gros travail. Et aujourd'hui, on est occupé à plein d'autres choses. Voilà. Mais on pense aussi à Goulven qui se serait bien marré dans toute cette aventure aussi. Donc voilà pour vous, Sylvain et Julien. Retour à Hawkmoon avec une question de Patrick. Juste avant, j'aimerais demander à Chris Hugel et à Sylvain pourquoi ils ont respectivement dit Méditerranée, virgule, Malte et Auvergne. Bon, je suppose qu'ils parlent de setting, mais on revient vers eux s'ils nous entendent. En attendant, je reviens sur la question de Patrick qui était quel était l'élément de la gamme Oriflamme qui a été le plus dur de laisser derrière vous? C'est une bonne question. Je sais pas, Olivier, si tu veux répondre. C'est dur à dire parce que. Bon, en fait, je vais répondre du coup. Vas-y. On, c'était le deal dès le départ, quoi. On repart à zéro. Voilà, on peut pas réutiliser les textes de Riflam, etc., etc. Donc, je crois qu'on a intégré ça assez vite. Alors, après, évidemment, je dirais la France et tout ce que ça représente comme supplément, c'est dur. Et Bertrand en a parlé, hein, c'est dur d'en faire abstraction, de le mettre de côté. Mais en même temps, voilà, il y a tellement d'autres choses à faire que, bah, encore une fois, j'ai pas trouvé ça difficile, plus stimulant que difficile.
mais je ne sais pas si mes camarades pensent comme moi. Olivier? J'ai pas eu vraiment de difficulté Enfin, en fait, l'idée, c'était de garder l'ambiance, mais pas de garder ce qui avait, enfin, pas de conserver ce qui avait été déjà écrit. Et je pense que on l'a, quoi. Donc, ça m'a pas gêné d'oublier ce qui avait été fait auparavant, dans la mesure où j'ai pas l'impression enfin, on n'a pas trahi, en fait, on n'a pas trahi l'atmosphère d'Hawkmoon. On a, au contraire, je pense, on s'est encore davantage rapproché des œuvres, enfin, de l'œuvre de l'auteur. Et aujourd'hui, moi, enfin, ce que j'ai particulièrement aimé dans Hawkmoon par le passé, et c'est ce que j'aime en règle générale dans les jeux de rôle, c'est vraiment les scénarios. Donc moi, c'est plutôt des scénarios qui m'ont marqué, des scénarios qui ont tendance à m'avoir marqué quand je jouais ou quand j'en rédigeais. Et c'est plutôt ça que je trouve stimulant, c'est-à-dire quelque part quand on est meneur de jeu, un très bon scénario, c'est passionnant parce que derrière on peut faire évoluer, puis on va entraîner tout le monde derrière, et voilà, il y a quelque chose de génial. Un setting, c'est bien aussi parce que ça permet justement de générer le scénario, mais un scénario excellent, enfin voilà. Donc moi, j'ai plutôt des scénarios en tête qui me font rester que des settings, quoi. Voilà. Je vous pose la question aussi, Jawad et Ismaël, est-ce qu'il y a des choses Ouais, qui- moi, j'adorais deux choses. J'adorais les chevaliers génétiques. Je comprenais pas trop qui c'était, mais j'aimais bien me dire que les gros bourrins méchants n'étaient pas que des grands bretons. Ça, je trouve que c'est d'ailleurs quelque chose à quoi nous, on est resté très attachés, hein, à peindre un monde vraiment en nuances de gris. Il n'y a pas que des good guys face aux grands bretons ou à côté des grands bretons. J'aimais bien les chevaliers génétiques. J'aimais bien l'église du sincère repentir parce que mon maître de jeu, Jean-Baptiste, était un extraordinaire interprète de l'intolérance religieuse. Et donc, il faisait ça merveilleusement. Voilà. Et j'ai une petite exclue quand même pour vous, c'est qu'il y a une chose d'Oriflamme que j'ai tellement adorée que je n'ai pas réussi à m'en débarrasser, c'est les hautes terres, qui sont la région qui correspond au Massif central français. Et la petite exclue, c'est qu'en fait, c'est Éric Simon qui a la propriété intellectuelle de ce chapitre et qu'il est OK pour qu'on la reprenne. Voilà. Donc, en fait, on a dit depuis un mois qu'on ne reprenait rien d'Oriflamme, c'est vrai, mais il y a un chapitre qu'on reprend avec son autorisation. C'est les hautes terres. Voilà. Moi, je n'avais pas envie de faire autre chose à la place des hautes terres. J'étais très marqué par ce setting. Je le trouvais génial. Et donc, il y aura peut-être des petites adaptations. Voilà. Je ne sais plus s'il y a l'église du Saint-Saint Repentir dans les hautes terres, par exemple. Mais en tout cas, Eric était a priori OK pour qu'on reprenne cette région. Donc, on retrouvera les hautes terres au département des sombres projets. Terminator is back. Ça, on verra. Super nouvelle. Ouais, Rani demande les hautes terres avec l'intelligence artificielle en Auvergne, point d'interrogation. Et, et justement, donc, en fait, Sylvain et Chris nous disaient oui, la campagne sur Malte fut un très bon moment pour mes PJ, la dernière que j'ai réalisée il y a fort longtemps. Et donc, Sylvain, lui, parlait donc effectivement de setting en parlant de l'Auvergne. Donc, est-ce que ça vous, avant qu'on passe au Leporello, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Malte, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, on va conclure avec cette histoire de Leporello peut-être. Comment est venue cette idée à nous et qu'est-ce que ça va être? Je crois qu'Ismaël, t'es le mieux placé pour, au moins que ce soit Jawad, je sais plus lequel Ouais, des deux. Jawad, je pense que Jawad peut en parler. Je vais en parler un petit peu, mais c'était Agathe, qui est extrêmement talentueuse, avait déjà présenté sa candidature il y a 2 ans pour illustrer des choses chez nous. Et je pense qu'on n'avait même pas fait attention. C'est-à-dire que c'est tellement singulier, tellement ça ne ressemble sa façon d'illustrer ne ressemble pas du tout à ce qu'on trouve habituellement dans les bouquins de jeux de rôle, que je lui ai répondu oui, non, merci, votre style ne correspond pas, mais c'est vraiment très beau, bravo. Et je n'ai pas donné suite, mais on reçoit plein de propositions comme ça d'illustrateurs hyper talentueux, et puis
qui demandent à illustrer dans du jeu de rôle, et puis on se dit, bah, ça, même si nous, on a une sorte on se dit, ah bah tiens, c'est vraiment super. Et puis, elle réinsiste là quand on parle d'Hawkmoon, enfin pas directement, mais en fait, c'est ce fameux Farid là, avec qui je discutais qui me disait, mais tu sais, elle aimerait bien illustrer pour Hawkmoon. Et je me dis, mais qui c'est déjà? Et donc je regarde, et je sais pas, ça m'a frappé, quoi. Je me suis dit, mais évidemment que peut-être on pourrait faire une aide de jeu génialissime ou qui représenterait, qui serait enfin, une sorte d'aide de jeu où l'illustrateur est roleplay, quoi, c'est-à-dire où il fait le dessin propagandiste d'une histoire de Huon. Et je l'imagine, ces 8 panneaux dépliés sur une table de jeu et le meneur expliquant l'univers d'Hawkmoon à de nouveaux joueurs par le biais de ces 8 panneaux qui vont être complètement démentiels, où il y a tout un foisonnement de détails. C'est amusant, elle a un esprit incroyable. Enfin, vraiment, moi, je suis transporté à l'idée de pouvoir financer ce panneau-là. Et j'en ai parlé à Ismaël et on se disait, mais elle est hyper arty. Est-ce que un truc aussi arty, ça va plaire à des rôlistes? Est-ce que les rôlistes, c'est pas finalement blablabla. Et puis, ben, Ismaël, tu m'as dit que c'était. On prend ces grandes décisions à deux à chaque fois. Et on était d'accord, je crois, à ce moment-là. Ouais, et puis l'accueil qui a été fait de Ah ouais. l'idée de ce livre accordéon était super fort. Les gens avaient l'air hyper contents. Et c'est vrai que nous, en tant qu'éditeur, on cherche comme ça. Voilà, c'est un mélange quand on est éditeur et qu'on programme une campagne de financement. Il y a à la fois l'envie d'aller au cœur de ce qui est attendu et de ce qui pourrait plaire. Et puis il y a l'envie d'étonner, d'explorer des nouveaux territoires. Et je pense que Radio Paris et ce Leporello, ça fait partie de ces choses-là, quoi, de ces choses qu'on a eu énormément de plaisir à imaginer en se disant, voilà, sortir un jeu de l'ordinaire, c'est aussi faire des propositions comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de. Alors, est-ce qu'il sera hyper utile, ce livre accordéon? Je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, il y en a pas beaucoup des comme ça, quoi. Et on trouvait amusant voilà, d'imaginer que l'Empire Grand-Breton, c'est aussi une machine de propagande en marche, quoi. Et c'est pour ça que Tristan Lhomme nous prépare un ordre d'historiens révisionnistes, en fait, de gens qui écrivent la propagande de l'Empire, mais qui aussi sont attachés à supprimer les traces qui pourraient venir contrarier le récit national grand-breton. Et voilà, et cet objet d'Agathe vient compléter ça. Et honnêtement, moi, depuis 2-3 jours, je n'étais pas du tout sûr qu'on allait y arriver. Donc, merci vraiment à tout le monde là, de faire exister cet objet. On est hyper, hyper heureux. Oui, parce que je ne crois pas trahir de secret en disant que très tôt, en fait, on va mettre à jour la page d'ici peu avec un petit message remerciant tout le monde et en disant qu'on avait prévu 32 paliers en tout et pour tout. Alors, il y a eu des petits ajustements, on les a inversés parfois, ce genre de choses. Mais ce projet-là de Leporello, je suis content de retenir Leporello parce qu'il m'a fallu à peu près 40 jours de campagne pour que ça vienne en tête parce que je connaissais pas du tout l'objet jusqu'à ce que tu m'en parles. Et ça et Radio Paris, c'était des trucs très enthousiasmants et on se disait bon bah vivement qu'on puisse les dévoiler et on savait qu'avec le Leporello c'était tellement hors norme et super qu'on allait le mettre en dernier. Et donc quand on a dévoilé les 4 derniers paliers il y a 2 jours de ça et qu'on a vu plein de gens réagir très positivement à ce truc-là, on se disait bon. Ok, on avait raison et chapeau à vous pour cette splendide idée. Et merci à Agathe Pitié, je ne sais pas si on a dit son nom, donc qui est une spécialiste de l'illustration médiévale. Et je crois qu'elle a bossé pour RuneQuest, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était ça son autre grand fait d'armes. Et donc voilà, bah écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. Je vais demander à chacun un mot de la fin où il y aura forcément du merci dans le lot. Bertrand, tu commences. Ouais, merci beaucoup. Merci au sombre projet d'avoir pensé à moi, d'avoir supporté mes atermoiements parfois. Et puis merci à tous les souscripteurs parce que c'est chouette. Il m'est arrivé avant la campagne de me dire mais est-ce que vraiment
Ah. Moon, c'est encore actuel, est-ce que ça va passer? Et je suis très content de voir que c'est toujours là, quoi. Et merci à tout le monde. Vincent, à ton tour. Oui, merci papa, maman, machin. Non, mais merci à tous les souscripteurs, évidemment. Et c'est vrai que, honnêtement, avant même cette soirée, je me disais, ah, quand même, enfin, c'est embêtant. Ce Leporello, on va jamais pouvoir le faire. Pourtant, c'est vraiment un truc dément et tout et tout. Et là, on y arrive et on y arrive en cours de campagne, enfin, en cours de soirée et tout. On pourrait croire que c'est fait exprès et tout, mais non. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas là-dedans, donc vraiment merci à tous, merci à Jawad et Ismaël de tenir le département des sombres projets et merci à la collaboration toujours enthousiasmante. Des fois, on n'est pas d'accord, voilà, on défend notre bout de gras, etc. Mais c'est ce qui fait avancer la créativité aussi et je crois que c'est des passionnés et ça fait du bien de côtoyer des passionnés. Merci à Sébastien qui va nous mettre ça en image et c'est déjà drôlement bien parti. Donc, on est déjà en train de se régaler. Et puis, j'ai une dernière petite pensée pour Christophe Beget, qui a été le dernier patron d'Oriflamme, mais celui, entre autres, qui m'a fait rentrer dans la boîte et qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et enfin, voilà, on parle de sombres projets de malédiction, je ne sais pas quoi, mais voilà, j'ai une petite pensée pour Christophe Beget, sa famille, et puis encore une fois, merci à toutes et tous. Allez, dans le désordre. Ismaël, à toi. Ah, ben moi, j'ai envie de dire merci. Comme les souscripteurs ont déjà été remerciés, j'ai envie de dire merci plutôt aux gens qui étaient là ce soir, c'est-à-dire les auteurs. Alors, figurez-vous que c'était en moyenne 50 personnes et qu'on a même un pic à 60, hein. Voilà. Non, mais j'ai envie de dire merci aux auteurs parce que quand on est. Enfin, nous, en fait, voilà, on a d'autres activités avec Jawad que l'édition de jeux de rôle. Et si on vient là, c'est vraiment par passion. Et on n'a pas envie de s'emmerder avec des gens pénibles. Et là, sur Hawkmoon, on est tombé avec Bertrand, avec Vincent, avec Olivier, avec Nicolas et Christophe aussi qui vont nous rejoindre, Tristan, Eric, des auteurs qui sont vraiment extraordinaires, quoi, qui sont passionnés, qui sont passionnants. Moi, j'ai adoré, je leur disais là récemment, le podcast de Sci-Fi, ce qu'ils sont censés y dire, je l'ai entendu 20 fois, bah, je continue d'écouter et de me dire, mais ces mecs, j'adore entendre ce qu'ils disent, j'adore leur approche du jeu, etc. Et puis, j'ai envie de dire un grand merci à Sébastien L'Hôtel, qui a parlé un petit peu ce soir, mais qui est quelqu'un d'hyper modeste et qui, en fait, est une pièce maîtresse pour nous, qui est voilà, quelqu'un avec qui on adore travailler. Moi, j'ai voilà, beaucoup aimé l'entendre parler ce soir de ce qu'il a fait graphiquement. Il a fait des choses assez géniales. On a, pendant un mois, pendant 600 mails, on s'est demandé à quoi pouvait ressembler le blason des Grands Bretons. On a réfléchi dans tous les sens, on n'était jamais d'accord. Sébastien, il a eu l'idée hyper simple et en même temps hyper efficace de faire tout simplement quelque chose d'abstrait, quelque chose de non représentatif, qui marche très fort. Voilà, il a plein de très très belles idées. Son blason de Camargue, son blason d'Espagna, c'est des choses qu'il a trouvées tout de suite et qui sont tout de suite formidables. Donc voilà, moi j'ai énormément de plaisir à travailler avec Sébastien et à me dire que dans les mois qui viennent, toute cette équipe, voilà, on va être ensemble semaine après semaine pour vous amener le meilleur jeu possible. Bah, Sébastien, justement, à toi. Écoute, moi je voulais remercier déjà les, les directeurs de projets qui ont eu la sagesse d'étendre ce magnifique projet de plusieurs livres sur plusieurs ans. Ça fait plusieurs années là parce que ça fait plaisir à voir de voir tant de choses, mais en termes de temps, effectivement, comme le disait Ismaël, on va essayer d'appréhender ça de façon un peu plus zen et de pas se presser, de pas se précipiter et de se faire un petit burn-out sur Hawkmoon. Donc c'était très bien. Moi je suis c'est sûr que je voudrais remercier aussi
ceux qui nous ont baqués pour toute leur confiance. Et puis après, moi, j'attends de voir tout ce qui va m'arriver, c'est-à-dire texte et illustration, que je vais me régaler à mettre en page. Voilà. Je vais pas me laisser pour la fin. Ce rôle reviendra à suspense soit à Olivier, soit à Jawad. Je vais moi citer toutes les personnes qu'on n'a pas encore forcément eu l'occasion de citer, à commencer par Agathe, une autre Agathe, mais Agathe Castaldi qui est seconde, si je dis pas de bêtises, Sébastien, qui donc devrait Oui. participer avec toi à l'effort de guerre sur la création graphique de l'ADA, de la gamme. On n'a pas parlé de Nicolas Bernard qui va s'occuper de la refonte du site système. De Christophe Rosati qui va s'occuper lui du supplément sur Espagna. Les illustrateurs, il y en a beaucoup, donc je les name drop et vous m'excuser, mais on a Alain Brion, Borja Pintado, Olivier Ruyard, Christophe Swal, Grégoire Voléger, Solakin, Martin Le Gall. J'ai l'impression d'en oublier un ou deux, donc n'hésitez pas à me reprendre. Thomas Tomek, Dubosek. bah oui, voilà, qui signe la couverture du livre principal en plus. Et donc, par contre, là, je crois que tu les as cités tout à l'heure. Donc, Tristan, L'Homme, Eric Simon, qui rejoignent également l'aventure. Bon, Alain Gassner, évidemment. Voilà. Et merci à tout le monde pour ce mois qui a été merveilleusement douloureux dans le sens où il y avait beaucoup de choses à faire, mais qu'on a eu affaire à des gens extrêmement bienveillants et motivés. Et donc, c'était un vrai plaisir d'être avec vous pendant ce mois-ci. Je reviens sur un truc qu'avait pu dire Ismaël. Je pense qu'on a eu l'occasion de le dire qu'en fait, on s'était posé beaucoup de questions sur la durée que devait avoir cette campagne, hein, d'autant qu'il y a quand même un certain nombre de campagnes de gros jeux qui ne durent que 2, 3 semaines. Nous, on était parti du principe qu'une campagne d'un mois, ça permettrait d'avoir un réel échange avec les souscripteurs et de parler avec eux, de ressentir un petit peu les attentes et pour voir si on est dans la bonne direction. Globalement, on va dans la bonne direction, donc c'était vraiment très plaisant. Et donc, on est fatigué, mais très content. Et donc, merci à tous. Jawad, à toi. Écoute, tout le monde a été remercié. Alors moi, je vais remercier ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, qui a offert l'auberge du sanglier noir et l'œil noir à mon frère Oula, quand c'est sorti, donc j'avais 7 ans, donc ça devait être en 1985. Depuis, j'ai pas arrêté le jeu de rôle. Mon frère, s'il a arrêté, je le remercie d'avoir été un meneur aussi extraordinaire. Ça m'a donné envie de jouer, de mener, de rencontrer il y a 20 ans un de mes meilleurs potes, Ismaël, de jouer avec lui, d'incarner des super personnages dans notre campagne d'Hawkmoon. Merci Ismaël d'avoir accepté un personnage tel que Tamor Costa Bagnès à ta table. Voilà. À toi, Olivier. Et j'ai un message. Je crois que tu as mon supplément sur la France. Bien récupéré. Je continue de prétendre que non. Je suis sûr que c'est le mien. À toi, Olivier. Moi aussi, j'ai commencé avec Œil Noir. En fait, il y a eu beaucoup de remerciements de donner et effectivement, ils sont mérités. Moi, c'est vrai que j'ai suivi la campagne bien sûr de près. J'ai beaucoup j'ai lu les commentaires qui avaient été faits. Je trouve vraiment que les fans, alors que ce soit ceux qui connaissent Hawkmoon depuis longtemps ou que ce soit ceux qui nous ont rejoints avec leurs questions qui effectivement peuvent éclairer certains sujets pour lesquels on s'était pas interrogé. Je trouve que c'est un vrai plus et c'est vraiment ce qui nous a porté, c'est vraiment ce qui nous porte et quelque part ce qui peut aussi nous permettre de nous ajuster. Donc, je voulais remercier vraiment toutes ces personnes qui contribuent à leur manière finalement à faire grandir la gamme et à nous amener des idées. Et quelque part, il y aura une virgule, un point, un mot qui leur appartiendra probablement dans ce qu'on va rédiger. Donc voilà, merci beaucoup de vos approches bienveillantes et de vos petites idées ou de vos petites suggestions qui peuvent venir effectivement enrichir nos propres rédactions. Puis bien sûr, je remercie tous ceux qui ont contribué à ce projet et qui vont y contribuer puisqu'il y aura probablement d'autres personnes qui rejoindront le navire plus tard. Voilà, donc ça reste, je pense, un projet hyper important dans une vie et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir y participer.
Voilà, donc moi, pour moi, voilà, ça me semble important que chacun ressente ses sincères remerciements de notre part. Et puis, je m'en arrête là. Je me fais l'écho de beaucoup de gens qui nous ont remerciés pour notre sincérité. Je pense qu'elle s'est ressentie et donc bah, merci à eux de l'avoir bien perçu. Très rapidement, merci à Jost, à Jean-François Berger, à Jérémy Baudet, à Chris Huel, à Théva Le Guirec, à Marcus Capica, à Francis Launay, à Aldric Plisson, Jérémy Baudet, Francis Launay, j'ai déjà dit, Baba Bobo, Xavier Audebert. J'arrive quasiment au bout. Étienne Pascal Lefebvre, Patrick Petit, Nicolas Isabelle. Ensuite, on a avec Cyril Roll, Sylvain Pasanissi, pardon Julien, pardon Sylvain. On a Julien Picard, François-Xavier Guillois, JC Casa, Rani Slimane, Christophe Defour, Étienne, j'ai déjà dit aussi, je vais prendre 30 secondes pour être sûr d'avoir oublié personne, Namcho One Life et Clément Morand. Donc merci d'avoir suivi ce live en direct. Si vous nous regardez, si vous êtes arrivé un peu en retard, donc il y aura un replay dans les quelques heures, jours, grand maximum. Dernier rappel, à tout hasard, si vous avez des potes. Non, maintenant, tout va bien, on aura même un Leporello. Je te donne la parole dans un instant, Vincent. Il reste moins de 2 heures pour participer, voilà. Faites-en ce que vous voulez. Vincent, tu voulais dire? Mais il y a une personne qu'on n'a pas remerciée ce soir, c'est toi, César. Mais c'était un réel plaisir, Parce écoute. que tu as en plus tenu parole. Il n'y a pas eu de bug, pas eu de problème technique. Nickel, donc vraiment, merci, chapeau. Ouais, de rien. Merci aux grandes puissances de l'Internet qui cette fois ont été dans notre camp, qui ont brisé la malédiction des lives foireux. Donc ça fait plaisir, effectivement. On va couper. Merci encore une fois à tous. Merci. Et rassurez-vous, donc c'est que le début de l'aventure. Restez pas bien loin des news Ulule. Très bonne soirée à tous. Dormez bien, vous 6. Et Salut à vous tous. 7. Et à bientôt. Merci, Merci. bonne soirée. Bonne soirée, salut. Au revoir.